Bonjour Thomas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Donc, tu es développeur et co-créateur de Flying Hawk Games. Mhm. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que la société? Oui, comme tu l'as dit, je m'appelle Thomas. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je fais du jeu vidéo, c'est-à-dire que je conçois et que je code et que je fais plein d'autres choses par rapport aux jeux vidéo. Et donc je suis cofondateur d'une structure qui s'appelle Flying Hawk Games, qui est un studio de développement, conception de jeux vidéo avec mon binôme qui s'appelle Florian Hurtaud. Et on fait des jeux vidéo essentiellement 2D, essentiellement des jeux d'action. Et notre image de marque, on va dire, c'est vraiment des jeux qu'on appelle des jeux à game feel. C'est des jeux qui sont vraiment faciles de prise en main, immédiats, qui sont très centrés sur presque de l'auto-hypnose de jouer à des jeux en fait. Donc, vous avez dernièrement sorti le jeu Scourgebringer. Mm. Donc, c'est le dernier et vous l'avez sorti sur PC et console. Est-ce que tu peux nous dire un petit pitch du jeu? Alors c'est un jeu d'action platformer où il y a pas mal de castagnes et où en fait on incarne une protagoniste qui en fait est aspirée à l'intérieur d'un monolithe dans un monde futuriste où ce monolithe a ravagé la Terre pour une raison qu'on ignore. Et donc c'est un jeu de type roguelike, c'est-à-dire on va recommencer et on va devenir plus fort à chaque fois sur des épreuves qui sont un petit peu générées aléatoirement et le but c'est un peu le dépassement de soi, etc. Et comment vous est venue cette idée justement de créer un jeu de ce type? Ben, à la base, on voulait pas du tout faire un jeu de ce type. Et c'est Ok. en fait, c'est un cas un peu particulier parce qu'en fait, c'est un peu propre à notre méthode de travail qui est que quand on commence à essayer de concevoir un nouveau jeu, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une liste de choses qu'on a envie de faire et une liste de choses qu'on n'a pas envie de faire. Et on commence à essayer de prototyper des petits jeux sur la base des choses qu'on a envie de faire et ça nous arrive de ne pas réussir à faire quelque chose de satisfaisant ou de ne pas trouver trop vers où on va ou ce qu'on veut faire. Et pour Skullbringer, on était dans le cas où on ne savait pas où on allait et on n'arrivait pas à faire ce qu'on a envie de faire. Donc en fait, pourquoi on a une liste aussi de choses qu'on n'a pas envie de faire? C'est parce qu'en fait, quand on se sent bloqué, on prend quelque chose qu'on n'a pas envie de faire et on se force à le faire pour créer en fait du chaos et de la sérendipité et pour voir si quelque chose en ressort. Ok. Et là-dedans, dedans, il y avait, on voulait pas faire de jeu de plateforme parce qu'il y a plein de choses qui rentrent dans le cadre d'un jeu de plateforme. Ça peut paraître simple comme ça, mais en fait, c'est plein de petits trucs masqués qui rendent les choses assez compliquées à faire et ça demande beaucoup de technicité. Et, euh, et du coup, c'est en essayant de faire ça qu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup de compétences dans ce truc-là et on sait comment on a commencé à s'amuser, puis ça a donné Skullbringer. Vous êtes parti d'une histoire ou vous avez tout de suite créé un petit plateforme et l'histoire est venue ensuite? Alors, c'est vraiment en opposition à deux manières qu'on peut avoir de concevoir des jeux. Donc, le schéma un peu traditionnel, c'est on réfléchit à un univers, une histoire, et ensuite on essaie de faire coller un gameplay et on développe ça comme ça. Nous, on a tendance à bosser à l'inverse, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus centré sur le gameplay. On développe des gameplays, donc typiquement, on faisait un platformer et on voulait que ça soit centré vraiment un truc très aérien avec beaucoup de bastons, etc. Et à la base, c'était pas du tout un jeu dans le futur avec un personnage qui avait un drone, une épée, etc. À la base, on partait sur un univers avec des lucadors. Enfin, ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Mais c'est au bout d'un moment, on se dit bon, on commence à avoir un truc qui ressemble à un jeu. Qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'on met comme univers dedans? Et donc vous avez rencontré des difficultés particulières, tu m'avais dit avant. Est-ce que tu peux nous citer des exemples de difficultés quand on fait un platformer? Par exemple, il y a beaucoup de choses très pointues.
Un platformer, on se dit, c'est juste un personnage qui se déplace sur une plateforme, mais quand il tombe dans le vide, il tombe dans le vide, et quand il saute, il peut faire des sauts. Mais en fait, il y a plein de notions en fait, qui vont rentrer en ligne de compte, parce que c'est la satisfaction d'un saut, c'est hyper pointu en fait, mais qu'est-ce qui rend un saut satisfaisant? Et ça peut paraître très trivial de se dire il suffit de faire un truc où on appuie sur un bouton, ça déplace le personnage et puis il retombe. Mais en fait, la vitesse à laquelle il monte, les collisions, même des petits trucs du style, on essaie aussi de faire des trucs où en fait on ment au joueur, dans le sens on essaie de le faire croire qu'il est bon, mais qu'en fait, il ne l'est pas forcément. Okay. Mais en fait, on rattrape ses erreurs de manière invisible. Et en fait, il s'agit aussi de détecter ses erreurs, de savoir comment on les corrige et comment faire pour que ça ne soit pas perceptible, pour qu'en fait, il y ait une sensation plus satisfaisante et de prise en main dans ce qu'on fait. Et en fait, les plateformers, c'est plein de petits trucs comme ça. Et c'est quand même assez pointu. Je pense qu'on a juste sur l'aspect plateforme pur et dur, on a dû bosser quelque chose comme 1 an avant d'avoir quelque chose qu'on s'est dit, là c'est satisfaisant. Okay. Et pour toi, c'est quoi les points forts de ce jeu? Je pense que c'est essentiellement le game feel, enfin ce qu'on appelle le game feel, c'est-à-dire les sensations de jeu. Nous, on est vraiment un studio qui s'identifie à ça et qui pense être bon, en tout cas dans cette partie-là. Et on l'est moins sur plein d'autres aspects, mais vraiment prise en main. C'est un jeu, il faut le prendre en main pour avoir les sensations. C'est pas forcément juste en le regardant, quoi. Et donc vous avez aussi sorti 2 vinyles issus des musiques du jeu. Et on remarque aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de CD et de vinyles qui sortent justement avec les soundtracks des jeux. Est-ce que vous, maintenant, en tant que créateur, vous accordez plus d'attention à la musique dans les jeux? Alors je sais pas si c'est une règle générale dans l'industrie. En tout cas, nous, on apporte beaucoup d'attention à la musique, déjà parce qu'on aime bien ça. Et c'est aussi propre, aussi un peu à la manière dont on a formé Flying Hog Games et la manière dont on bosse avec les autres personnes avec qui on bosse. C'est qu'en fait, on ne conçoit pas faire un jeu avec une personne qui dirige et qui a une idée d'un jeu et qui a entre guillemets une vision et qui la déroule à d'autres personnes. Nous, on est plus un peu... comme un groupe de musique en fait, dans le sens où on se dit en fait on a envie de bosser avec des gens parce qu'on aime bien leur univers et les sensibilités de chacun qui leur sont propres, et généralement quand on leur demande s'ils veulent bien bosser avec nous, c'est parce qu'on aimerait bien apporter ces sensibilités dans notre projet justement, et pas y toucher en fait. C'est plus laisser les gens s'exprimer et voir ce qui en sort, et dont la musique fait partie. Donc généralement quand on bosse avec des compositeurs, compositrices, on leur dit carte blanche en fait. C'est pas à nous de dire ce qu'il faut faire avec la musique ou le jeu. Et c'est aussi un petit peu un plaisir personnel de voir quelqu'un qui s'épanouit dans son art et faire des vinyles après derrière. C'est aussi une manière de rendre hommage au travail qui a été fait, quoi. Et ça se passe comment? Ils ont d'abord le jeu et ils créent dessus, ou vous leur donnez un thème et ils composent la musique comme ça? Généralement, ces personnes interviennent en même temps que le jeu est créé. Okay. C'est vraiment des personnes qu'on intègre dans l'équipe. Donc elles sont au courant de ce qui se passe, de sur quoi on va bosser, de ce qui est déjà fait, de ce qui n'est pas fait, etc. Et généralement, ça fonctionne un peu par thème. Mais c'est soit nous, on donne des thèmes, soit c'est les personnes qui identifient des thèmes dans ce qu'on fait, ou qui on se dit, moi j'ai envie qu'à tel moment, il y ait telle coloration qui soit donnée, etc. Et donc ensuite, après, c'est les personnes qui bossent dessus, qui composent. Ok, ça marche. Et vous faites également du consulting dans le domaine du jeu. Est-ce que tu peux nous décrire si vous avez une sorte d'offre, ou si vous faites un accompagnement, si c'est plus dans le codage ou... Nous, vu que nous, c'est plus, on fait du consulting dans ce qu'on appelle le game feel, justement. Donc ce que je te disais, qui est quelque chose que nous, on aime beaucoup faire. Et par le fait de beaucoup aimer le faire, on pense qu'on peut éventuellement partager ça avec d'autres personnes. Et on fait notamment du consulting, d'ailleurs en ce moment on le fait encore avec un ou deux studios, où en fait on intervient pas sur la conception du jeu, dans le sens où on ne va pas intervenir sur les systèmes, sur le jeu en lui-même, etc. Mais c'est plus en fait on vient nous voir en nous posant la question de est-ce que vous trouvez que ce qu'on fait est satisfaisant.
Et en fait, on va venir dire, ce point-là, il n'est pas suffisamment satisfaisant, vous pouvez peut-être faire ça de cette manière-là pour rendre ça satisfaisant, sans dénaturer, sans toucher en fait au système que les autres studios ont fait. En fait. Ouais, c'est vraiment des conseils. C'est vraiment des conseils, ouais. C'est vraiment des conseils, des suggestions. Après, on va pas... C'est pas à nous de gérer le... Comment dire c'est pas à nous de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, c'est plus des suggestions et après c'est eux qui prennent ce qu'ils ont envie de se dire, en fait, ouais, ça c'est amélioré ou des choses comme ça. Des pistes. Ouais. Okay. Et si on est développeur de jeux et qu'on souhaite sortir par exemple notre jeu sur Switch ou sur PS, comment ça se passe? Il y a des conditions à respecter? Il y a beaucoup de choses. c'est un sujet extrêmement vaste, mais pour être très synthétique, la plus grosse barrière à l'entrée, c'est déjà de réussir à rentrer, en fait. Parce qu'une fois qu'on est dedans, ça va. Mais c'est plus, en fait, réussir à s'enregistrer en tant que partenaire officiel chez les différents constructeurs de consoles. Et ils ont chacun leur propre procédé. Il y en a qui sont assez ouverts, assez rapides. Il y en a qui sont un peu moins. Et il faut souvent, en fait, les revoir plusieurs fois pour faire avancer les choses, etc. Donc c'est plus, on va dire... c'est plus une histoire de réussir à aller les rencontrer. C'est pas forcément qu'une histoire de formulaire sur Internet. Okay. Donc ça se passe sur des événements comme la Gamescom à Cologne qui a tous les étés, qui est pas loin de Metz d'ailleurs. Et une fois qu'on est dedans, il faut faire le jeu, il faut réussir à le faire sur console. Ça c'est encore au niveau de la programmation, un autre truc. Et ensuite après il faut passer une certification. Donc c'est un contrôle qualité en fait. Okay. C'est les constructeurs en fait, ils te laissent pas sortir un jeu sans qu'ils aient mis un tampon dessus en disant c'est d'une qualité suffisante pour nos joueurs. Donc et c'est des contrôles, c'est des checks. Ils vont pas vérifier si le jeu est bon, mais ils vont vérifier si le jeu ne nuit pas à l'expérience de la marque. Okay. Donc par exemple, ils vont vérifier que les contrôles fonctionnent bien, que les sauvegardes fonctionnent bien, que la gestion du profil d'utilisateur fonctionne bien, etc. Et ils vont plus vérifier ces choses-là. Et ça a mis combien de temps pour vous au niveau de votre jeu, de la certification à la sortie commerciale? Alors ça dépend. Généralement, quand c'est le tout premier jeu qu'on fait sur une console et qu'on veut sortir, il faut compter entre 6 et 8 mois. À partir du moment où on commence à travailler sur la version console à sa sortie. Nous, aujourd'hui, on est très rodés, on a fait une centaine de versions console, donc on sait où on met les pieds, on sait on anticipe en fait ce qu'ils vont nous dire dans les certifications. Et nous, maintenant, aujourd'hui, ça peut se faire en 2-3 semaines, quoi. C'est vraiment, ça dépend vraiment du bagage qu'on a par rapport à ça. Il y a des consoles, au niveau des consoles, il y en a qui donnent une certification plus facilement? Je dirais pas que c'est plus facilement, peut-être plus rapidement, mais c'est pas forcément plus facilement parce qu'ils ont tous leurs contraintes qui sont quasiment similaires ou qui se recoupent, ou ils ont des petites particularités l'un et l'autre. Mais il n'y a pas vraiment il n'y en a pas une qui sort forcément par-dessus les autres, mais c'est plus une question de durée parce que il y en a certaines qui demandent à ce qu'on prenne rendez-vous à l'avance, il y en a d'autres où c'est plus une file d'attente. Donc c'est plus le processus et comment on s'organise derrière qui peut prendre du temps. Et ils accompagnent au niveau de la com ou après c'est à vous de gérer l'ensemble de la com? Alors ça dépend, ça peut se discuter. Ça peut arriver qu'on puisse discuter, trouver des terrains d'entente sur le fait on parle ensemble d'un jeu ou pas. Et s'ils n'ont pas le temps ou si ça ne les intéresse pas, effectivement après nous, on est livré entre guillemets à nous-mêmes. Et, vous avez des projets pour la suite? Vous avez déjà des jeux en développement ou... Oui, alors nous, ça fait depuis déjà maintenant 1 an qu'on travaille sur un nouveau projet dont on ne peut pas encore dire grand-chose, si ce n'est que ça va être un jeu d'action en 2D comme on sait faire et comme on aime faire, et qu'on essaie de faire quelque chose d'un peu plus gros que ce qu'on faisait avant, histoire de monter un petit peu, de monter les marches petit à petit. Et donc vous donnez aussi des recettes de pizza. Comment ça vous est venu cette idée de mettre ça dans les jeux? On aime beaucoup les pizzas, on aime beaucoup faire des pizzas. On a aussi, dans Flying Hog Games, on a pas mal appris à faire des pizzas. On s'est tous pris des fours à pizza et on aime bien faire ça et vraiment essayer de masteriser la pizza, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, c'est un peu de fil en aiguille et à force d'en rigoler, c'est aussi un peu devenu une image c'est devenu dans notre image.
de Flying Hog Games. Donc Flying Hog Games, c'est souvent un peu synonyme de pizza. Et on essaie de rigoler un petit peu de ça, et notamment quand ça nous arrive de faire des éditions boîtes de nos jeux. Et on a une tradition, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une édition boîte, dans le manuel, on met une recette de pizza différente. Donc dans tous nos jeux, il y a une recette de pizza, et ça nous arrive aussi de mettre des recettes de pizza dans les conditions générales de vente, parce que c'est chiant à lire. Ouais. Donc du coup, on essaie de rigoler un petit peu de ça, et on met des trucs un petit peu débiles dedans. Vous avez déjà eu des retours de joueurs qui avaient fait les pizzas? On a des retours de joueurs qui font des pizzas, qui nous envoient des photos de leurs pizzas, et qui attendent les jeux parce qu'ils veulent tester les prochaines. Ouais. Et vous créez vos propres pizzas, ou vous prenez des pizzas déjà faites? Je sais pas si on peut appeler ça des créations, c'est un peu plus de l'improvisation, mais c'est un peu les recettes de pizza qu'on fait à la maison, quoi. Ça marche. Et tu as quelque chose à rajouter? Merci de m'avoir invité pour ça, et puis en tout cas content d'être là. Merci à toi, c'était très intéressant. On se retrouve à bientôt pour une prochaine émission. Donc au revoir. Au revoir. Drinking, no, that's what I'll tell you. Oh, that's what I'll tell you. That's what I'll tell you. I'm overthinking.